de l'écriture avec ce plaisir de pouvoir y mettre tous les autres, alors que j'avais pas l'impression, en dessinant, de pouvoir y mettre autant de liberté pour le public, pour le lecteur, que dans l'écriture. Alors, Régis, mais oui, les autres arts sont plutôt présents, notamment par exemple sur l'architecture. L'architecture qui est le domaine que je connais pour être tailleur de pierre, ma formation initiale. Bon, forcément, quand on décrit des bâtiments, on décrit un château, quand on sait comment ça se taille, c'est plus facile de décrire comment on fait vivre l'architecture. Ça, il y a des bâtiments effectivement que j'ai décrits de manière assez précise. Personne ne saura jamais quel bâtiment c'est, mais je suis persuadé que certains d'entre vous passent devant tous les jours. Si par exemple, juste un exemple emprunté à la peinture, par exemple, à un moment donné, j'ai un personnage qui s'appelle Clarisse et qui se retrouve sur une île dépouillée de ses vêtements, assommée, et ses marins vont venir la chercher et elle se retrouve donc nue avec ses longs cheveux blonds qui volent dans le vent, une main devant son pubis et une autre qu'elle pense qu'elle peut de ses seins, vous savez, je suis petite chez lui, avec la Vénus, et elle a les pieds sur les coquillages, bon voilà, parce que la Vénus est debout dans ses coquillages. Il y a comme ça un certain nombre d'allusions à des œuvres d'art plus ou moins connues qui émaillent bien sûr le récit, mais c'est pas pesant, c'est pas un livre esthétique, de didactique. C'est tout simplement des clins d'œil comme ça en passant sur. J'ai aussi un passage à un moment donné sur les bustes antiques. Qu'est-ce que c'est qu'un buste? Pourquoi finalement on ne met pas des personnages entiers? Et donc un dialogue qui va y avoir entre Pétrus et puis Orville à ce moment-là. Bon, je m'amuse parfois effectivement, soit en décrivant des lieux que je connais, qu'on peut rencontrer, soit en décrivant parfois avec force de détail des modes de construction, quand les gens sont en train de faire, ou quand on traverse un paysage urbain, soit en glissant de temps à autre effectivement des œuvres que j'apprécie particulièrement. Mais ça ressort du jeu plus du gag que de la construction vraiment d'une esthétique littéraire. D'accord. Alors on est ravis d'accueillir donc Jean-Laurent Del Socorro qui arrive de la télévision, donc comme je vous l'avais dit. Donc faire rêver son lecteur. Jean-Laurent Del Socorro donc, est un jeune auteur français qui a écrit un premier roman très remarqué, Royaume de vent et de colère. Dans lequel il nous décrit en fait un événement de l'histoire peu connu qui se passe à Marseille. Donc, si vous pouviez justement nous expliquer un peu en quoi consiste ce pan d'histoire que vous nous décrivez et peut-être répondre à la question, est-ce qu'on peut faire rêver le lecteur avec l'histoire justement? Donc, sur la première partie de la question, donc, le cadre du roman, on est en 1596. On a la fin des guerres de religion, Henri IV fait la reconquête de son royaume, il s'est converti au catholicisme, et une partie du royaume lui résiste, notamment le sud, la Provence, et Marseille, qui est à l'époque une république catholique indépendante, donc c'est un fait historique, et on va assister aux dernières heures de la République, avec à travers les yeux de 4 personnages. Donc effectivement, on est sur un cadre historique assez précis. On peut se dire sur ce cadre-là, c'est pas évident d'interpeller au XXIe siècle un lectorat. Après, heureusement ou malheureusement, on est toujours sur des grandes thématiques qui sont d'actualité. On parle de guerre de religion, on parle de ségrégation, on parle d'inégalité homme-femme à travers ce roman-là. Malheureusement, ce n'est pas des thématiques qui sont les reflets de notre société au XXIe siècle. Donc, l'historique rappelle qu'il y a des choses qu'on a gagnées au niveau social et que ça n'a pas été toujours le cas, ou malheureusement, je pense qu'il y a des combats qui ressurgissent, notamment l'actualité nous montre que par rapport à la religion, il y a encore des thématiques qui sont d'actualité. Donc oui, je pense que l'histoire interroge, c'est une grande phrase, mais notre histoire qui interroge notre présent, oui, ça permet de faire rêver notre lecteur. Et alors, à la lecture du roman, on a l'impression que c'est extrêmement documenté. Donc, est-ce que ça a été un gros travail de construction ou est-ce que c'est une illusion? Alors, je ne suis pas historien, j'ai fait un minimum de travail de recherche pour que ce soit sincère et crédible. Mais finalement, ça n'a pas été si long que ça. Donc, ça n'a pas été un très très gros travail. C'est une période quand même qui est assez documentée, on va dire.
de façon assez précise. Après, je pense aussi, je donne une vision, on est sur Marseille, je donne une vision très parcellaire de l'époque, même si je donne des éléments historiques, des dates historiques très précises. Et je ne rentre pas dans le détail, donc je triche un peu. Il y a un effet de bluff parfois sur certains passages. Et écoutez, si vous avez l'occasion de le lire, si vous êtes historien de cette époque, et vous voulez qu'on en parle après pour me dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce sera avec très grand plaisir. Et alors, c'est donc un roman qui s'intéresse à une période de l'histoire, mais qui curieusement est écrit de façon très très moderne, parce qu'il a une structure assez particulière, hein, avec des passages courts, avec des flashbacks. Comment s'est montée la structure? Alors, la structure est montée, le mot est très juste, hein, on est vraiment sur du montage, c'est-à-dire moi je travaille, pour faire très synthétique, très court, sans plan, j'écris de façon non chronologique autour des personnages, donc les 4 personnages principaux, 4 voix. Victoire qui est la chef des assassins, Gabriel, un chevalier catholique qui s'est converti de force au catholicisme, Armand, un magicien et aussi un prêtre, et Axel, une ancienne mercenaire qui tient maintenant une auberge. Donc voilà, 4 voix. J'écris des morceaux de scènes que j'imagine sur des thématiques que je veux défendre, de cette façon éparse. J'ai un énorme puzzle. Cet énorme puzzle, j'essaie de remettre en cohérence sur le cadre des 48 heures en fait, de l'histoire de Marseille. Une fois que j'ai ça, je casse au milieu effectivement pour refaire un énorme flashback sur l'histoire des personnages. On a un récit à la fois qui est, c'est des chapitres très courts, un récit qui est monté comme un clip, de façon très précise dans une action le jour J. Une rupture qui est forte, qui ramène dans le passé, où on prend beaucoup plus de temps pour raconter l'histoire et l'historique des personnages, et un retour au présent où j'espère, si j'ai réussi ce que je veux faire, le regard qu'on a sur l'action présente est changé, puisqu'on a maintenant l'histoire des personnages, de pourquoi ils sont là et de pourquoi ils ont ces interrogations-là, pourquoi ils ont ces problématiques. Et alors quand vous êtes arrivé, on était en train d'aborder, puisque autant Régis que Silène avaient un petit peu eu des influences sur d'autres arts, etc. Donc je sais, enfin j'ai lu dans votre bio que vous avez notamment fait du théâtre. Et donc en quoi justement cette expérience-là du théâtre a influencé la construction et la narration du roman? Je veux dire là c'est essentiel sur le montage. Je fais un montage de clipper qui sera plus une référence à l'image et au cinéma. Mais l'interrogation au départ c'est de monter. Je suis très attaché à la dramaturgie du texte, c'est-à-dire comment on fait monter une tension, une intensité dramatique sur un texte. Et ça, tout le travail de montage, il est en référence à un texte théâtral. Donc, vraiment, c'est comment déjà je suis dans une oralité, tous les personnages parlent au jeu. Il y a des scènes qui sont ouvertement des scènes de théâtre. Un personnage secondaire qui est Silas, qui apparaît 4 ou 5 fois, c'est des tirades qu'il fait face publique pour rappeler le cadre historique. On est ouvertement comme un cœur dans certaines tragédies grecques ou même une tragédie contemporaine. Donc oui, ce travail de dramaturgie, ces personnages qui parlent au jeu, ces monologues qui pourraient être adressés sur une scène, tout ça c'est l'héritage d'un passé de comédien. Alors, une dernière question, puisque là on arrive tout doucement au bout du temps qui nous était imparti. Avec quoi est-ce que vous allez faire rêver vos lecteurs dans le futur? Quels sont vos projets? Moi, déjà terminé cette histoire-là, mais ça va se terminer l'année prochaine, à peu près à cette époque-ci de l'année 2016. Alors ensuite, j'ai différents projets. Donc le 117.3, c'est un tome 2. C'est un tome 2, donc il restera le tome 1 écrit un jour. Donc il s'est construit parce qu'au fur et à mesure que l'histoire se déployait vers le futur, elle s'est creusée forcément vers le passé. Et donc il y a tout un univers à construire de ce côté-là. Non, ce ne sera pas une préquelle, parce que le préquelle en général c'est un petit bouquin de 100 pages qu'on va mettre pour donner des clés. Moi je ne sais pas écrire ça, un bouquin de 100 pages, donc il faut s'attendre au pire. Et donc il y a... par contre je ne sais pas si je vais le démarrer directement derrière, hein, parce que ça pourrait être intéressant de changer un peu l'univers.
et de se confronter finalement à quelque chose d'un peu nouveau et rafraîchissant sur un format un peu plus court. Entre les deux, donc je sais pas, j'ai pas déterminé, mais il me reste encore de toute façon le tome 6 et le tome 7 à finir d'écrire et puis à sortir, c'est déjà pas mal de travail pour l'instant, mais on peut rêver qu'il y aura non pas une suite, mais je dirais une antécédence, alors moi je travaille pour la jeunesse actuellement sur Mademoiselle de Sévigné, la fille de Madame de Sévigné. Alors pour vous dire, en fait l'année dernière j'ai passé l'agrégation de lettres et j'ai dû lire toutes les lettres de Madame de Sévigné qui m'a profondément ennuyée, que j'ai pas aimé du tout. Évidemment on trouve son intérêt et puis finalement j'ai gazé dessus à l'écrit. Mais je me suis dit, je vais écrire l'histoire de sa fille. Voilà. Alors peut-être que je me suis un peu projetée dans cette affaire, donc je vais raconter ça pour la jeunesse. Et puis j'ai un projet comme Fortune Cookies et Fêlure pour les adultes. Donc Fêlure qui est plutôt rigolo et Fortune Cookies qui est plutôt sérieux. De la même façon, j'ai envie d'écrire un petit diptyque ce serait loupé sur des loups-garous un petit peu déjantés, un peu pelés. Et de l'autre côté, Banana Bread, qui est l'histoire d'un monsieur écrivain de SF dans le futur, et puis d'un coup, la SF c'est plus du tout à la mode, donc on lui dit tu peux t'arrêter, il sait rien faire d'autre. Et donc ce serait 2 textes sur le moment où on vous dit t'es un peu vieux maintenant. Pas complètement fichu, mais il va peut-être falloir penser à une reconversion. Et voilà, ça c'est les textes pour adultes que j'ai envie de faire l'année prochaine. Sur une échéance peut-être un peu plus courte, il y aura surtout de la nouvelle. Je vais revenir sur 1 ou 2 personnages qui sont dans le roman. J'avais volontairement rajouté à la fin du roman une nouvelle parce que ça me tenait à cœur d'utiliser différents formats pour refaire vivre le temps d'une nouvelle des personnages sur lesquels je voulais revenir. Donc, je pense qu'il va y avoir 2 nouvelles qui sortiront probablement dans des anthologies en fin d'année. Et sinon, il y a une réflexion des premiers travaux de recherche sur un roman. Le cadre historique n'est pas défini, on sera plus sûr de l'histoire contemporaine. Voilà, j'en dis pas plus parce que je n'ai pas avancé encore suffisamment. Effectivement, un roman historique en préparation.